La déclaration de Issa Chiroma Bakary de ne pas briguer de mandat au terme de la transition de 3 à 5 ans. Troisièmement, pour sa détermination à défendre sans faiblesse la victoire du peuple au cas où il serait élu. Pour ces raisons et bien d'autres, j'appelle donc les militants et sympathisants du FDR, les organisations de la société civile et tous les citoyens électeurs inscrits sur les listes électorales à aller massivement dès maintenant dans toutes les antennes communales de l'ECAM, retirer leur carte d'électeur pour se rendre massivement aux urnes le 12 octobre 2025 pour plébisciter le candidat Issa Chiroma Bakary, de surveiller et protéger leur vote et de défendre leur victoire le cas échéant. Pour la patrie, ensemble, nous gagnerons. Seule la lutte libère et seule la lutte libère. Voilà. Fait à Yaoundé le 25 septembre 2025, le guide de la révolution camerounaise et président national du Front démocratique révolutionnaire, Aimé Cyprien Olinga. Alors, président, nous avons quand même quelques préoccupations lancinantes. Vous avez donc annoncé que votre parti, le FDR, apporte désormais son soutien au candidat Issa Chiroma Bakary pour la présidentielle du 12 octobre. Qu'est-ce qui a motivé ce choix stratégique après 45 jours de consultation interne et externe? Très rapidement. Je l'ai déjà dit, c'est clairement mentionné dans le communiqué, mais je vais me répéter. La première raison fondamentale, justement, c'est que lorsque vous voyez le programme transitoire de 3 à 5 ans qu'a défendu M. Chiroma et qui est basé sur la refondation, vous savez que depuis 32 ans, le programme du FDR, c'est la refondation totale du Cameroun. Tout à fait. Et nous avons très bien compris que notre programme a été celui qui a reçu une bonne partie de, je dirais même l'assentiment de l'Union pour le changement, parce que basé justement sur la refondation. Et la refondation se décline en à plusieurs niveaux. Vous savez que cette refondation que nous avons toujours préconisée et que nous préconiserons toujours, c'est la mise à plat d'un certain nombre d'institutions. C'est-à-dire qu'il faut rebâtir le Cameroun de nouveau. Il faut poser les jalons d'une république nouvelle. Nous le disons chaque jour depuis 30 ans. Et donc, il faut... Nous sommes pour ces réformes-là, la réforme de la Constitution. Je ne reviendrai pas sur l'explication très brillante que mon copanéliste a donnée sur le fédéralisme, parce que vous savez que le FDR est un parti fédéraliste à 10 États fédérés. Nous le défendons depuis des décennies. Donc, cette fédération rentre également dans ce projet de refondation que préconise M. Chiroma. La réforme, par exemple, des mandats du quinquennat, 5 ans renouvelables une fois, le bulletin unique pour les élections, l'élection à 2 tours, présidentielle s'entend, la révision du code de la nationalité pour permettre à nos compatriotes qui sont allés de l'autre côté et qui ont acquis d'autres nationalités, justement de bénéficier à nouveau de leur nationalité d'origine, afin de leur permettre justement de rentrer dans le processus de développement économique et social de leur nation d'origine. Il y a comme ça ces réformes-là que nous pensions et qui sont les réformes qui sont consignées dans notre projet, dans notre programme, au titre des réformes prioritaires. Tout à fait, tout à fait. La réforme de l'éducation, par exemple, également la réforme de la justice. Vous savez que notre justice aujourd'hui a je ne vous apprends rien. Lorsque vous regardez les rapports de Transparency et d'autres organisations des droits de l'homme, la justice, on vous dit qu'elle est quand même l'une des institutions les plus corrompues. On comprend. Non, vous n'allez pas. C'est pas nous qui disons. C'est des rapports qui existent. Bon, sautons cette partie. Président, votre déclaration insiste sur l'engagement du candidat Issa Chiroma à ne pas briguer de mandat après la transition de 3 à 5 ans, sans douter de sa bonne foi, sans douter, en cas de revirement ou de pression politique, quelle garantie concrète avez-vous obtenue pour que cette promesse soit respectée? Écoutez, je vous dis que le programme de Issa Chiroma Bakary, qui
a reçu l'assentiment du FDR et de ses cadres militants et sympathisants est une partie de notre programme. Et je voudrais vous dire que ce n'est même pas le programme du candidat en tant que tel, c'est un programme commun qui a été arrêté par une plateforme appelée Union pour le changement. C'est-à-dire que lors parfois de nos échanges informels, il y avait déjà des discussions pour poser les jalons, n'est-ce pas, d'une transition de 3 à 4 ans, de 3 à 5 ans, de refondation de l'État. C'est un mandat qui est là pour les réformes. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une nouvelle constitution, de nouvelles institutions, un nouveau système électoral totalement différent de celui que nous avons aujourd'hui et qui sera le résultat justement du consensus entre les différentes forces politiques et de la société civile et donc consensuel. D'accord. Donc vous avez comme ça toutes ces réformes-là, je crois que... Et puis, je ne pense pas que le président de la transition, parce que c'est d'ailleurs sur la base de cela également que un certain nombre de partis membres de la coalition de l'Union pour le changement l'ont soutenu, puisqu'il a adoubé ce programme qui n'était pas fondamentalement, dès le départ, le programme du FSN. Alors, vous appelez là les militants et sympathisants du FDR, ainsi que toute la société civile à se mobiliser à défendre leur victoire le cas échéant. Alors, comment entendez-vous encadrer cette mobilisation pour éviter tout débordement ou contestation violente du processus électoral? Non, il n'y aura pas de contestation violente si les résultats issus des urnes sont respectés. L'élection se passera dans la tranquillité, mais justement, on dit que c'est le peuple qui est souverain en démocratie. Et le peuple, dans sa souveraineté, peut décider s'il estime que son choix a été confisqué, de se mobiliser et de se mobiliser pacifiquement. Nous souhaitons cela. Ça veut dire que vous envisagez deux options, une option il n'y a pas deux options du Cameroun en cas d'échec et une option de remerciement en cas de victoire. Je ne comprends pas. Vous dites? Est-ce qu'on peut comprendre à travers vos déclarations que vous envisagez, vous vous préparez pour deux options, c'est-à-dire une option d'embrasement du pays en cas d'échec et une option de remerciement en cas de victoire? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas comment... Essayons de nous en... Je vous ai dit et je continue de le dire, lorsque les élections sont organisées dans la transparence et l'équité, je ne vois pas pourquoi est-ce que les uns les autres ne vont pas... le peuple ne va pas se reconnaître dans les résultats qui seront proclamés. D'accord. Et nous disons donc que si les résultats issus des urnes... n'est-ce pas, les procès qui vont sortir des urnes, sont ces résultats-là qui seront proclamés. Il n'y a pas de raison. Même si vous n'êtes pas passé. Bon, nous disons simplement que les résultats des urnes, sont les seuls résultats qui seront acceptés par le peuple. C'est ce que nous disons. Très bien, ça c'est très bien dit. Et merci, M. Cyprien Olinga, d'être venu et surtout de nous avoir accordé l'exclusivité de votre déclaration forte. Nous voulons partir du côté de l'UNDP, même si le représentant de l'UNDP nous fait une petite jonglerie en ce moment où il n'est pas très permis de répondre au téléphone pendant qu'on fait des choses sérieuses. Toutefois, allons du côté de l'Union pour la démocratie et le progrès, tout à l'heure appelant qu'il est interdit formellement de répondre au téléphone et de partir du studio. Bonjour, il s'appelle Léonide Foum, un habitué de ce plateau, connu pour sa sérieuxité, pour son franc-parler. Merci d'être revenu là pour le compte de l'UNDP. Merci, cher Angèle Formand. Merci de ton invitation. Je crois que c'est une des dernières émissions de débat avant que nous n'entrions dans la période de campagne. Très bien, parce que le format classique sera dissous, va d'abord s'arrêter ici. Nous avons donc des émissions spéciales de campagne électorale. Là, la parole reste, mais pas sous cette forme. Premièrement, les invités seront essentiellement et uniquement les représentants des partis politiques en liste. Et deuxièmement, ils auront plus de temps de parole. Je parlerai moins. Ouais.
Donc, je te dis effectivement merci pour l'invitation que tu me fais. C'est un honneur. Hein. Et je m'empresse à chaque fois que tu as souvent eu besoin de moi sur ton plateau d'être là. Je salue les militants et les sympathisants du parti qui est le mien, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Je salue notre candidat, le candidat président Bello Bouba Maïgari, qui ne ménage aucun effort pour se présenter aux Camerounais. Parce que, disons-le, et beaucoup de gens ont tendance à galvauder cette définition. La présidentielle, c'est la rencontre entre le peuple souverain et un homme. Il faut bien que le peuple voit celui qui va présider aux destinées de sa cité, ait le temps de l'admirer, le contempler, mais surtout de se rendre compte de ce qu'il a la compétence requise pour pouvoir, n'est-ce pas, diriger les citoyens. D'accord, puisqu'on parle du candidat Bello Bouba Maïgari et de l'UNDP, est-ce qu'on peut revenir un peu et en vrai sur ce que vous proposez aux électeurs, aux Camerounais? Non, je veux d'abord, vous savez, nous sommes dans l'extractation. Dites-nous tout. Le peuple souverain a voulu qu'il y ait une coalition dans l'espace qui concernerait principalement les candidats, n'est-ce pas, qui ont été promus, si je puis m'exprimer de la sorte, et qui devront prendre part à l'élection présidentielle. Et donc, dans ce chantier-là, et joignant l'acte à la parole, quand je dis joignant l'acte à la parole, le candidat Bello Bouba est celui-là qui, parmi les forces de l'opposition, qui a le parti le plus implanté sur le territoire national, qui a le plus d'élus et qui a l'honneur de diriger une région, toute une région dans l'opposition. C'est le seul. Il a également le grand honneur de diriger une mairie de ville. En termes de nombre de députés, c'est le parti d'opposition qui en a le plus grand. Et donc, naturellement, le leader de l'opposition camerounaise, à l'heure où nous parlons, c'est Bello Bouba Maïgari. Alors, dites-vous. Et donc, il a lancé une initiative politique, et d'ailleurs, le prétexte de ce lancement était son interview dans une radio internationale, RFI, pour ne pas la citer. Et justement, son interview a commencé par cette initiative politique-là. Et c'est laquelle? C'est de commencer à réunir les différents candidats tout autour de lui en vue de la formation d'un gouvernement de large union. Un gouvernement de large union. Alors, pour un certain nombre de choses, des indiscrétions qui filtrent sur les orientations qu'il voudrait donner à ce gouvernement, c'est justement que la plupart de ces partis-là se retrouvent autour de lui, autour d'un projet concret. Parce que c'est ce qui manque à l'opposition aujourd'hui. Un projet concret, mais qui montre aussi à l'opinion qu'au soir du 12 octobre, l'opposition est capable de prendre en main les destinées de notre pays. Et donc, on ne peut pas aller à une élection, n'est-ce pas, sans avoir des projections en termes de qui peut tenir tel ministère, qui peut même venir au gouvernement. Donc, le président Bello dit que c'est un gouvernement de large union. Et parmi les projections qui ont été faites, des indiscrétions que nous avons glanées ça et là, le MRC, s'il vient, devrait pouvoir avoir le 6e des membres du gouvernement. Et s'il garde la texture actuelle, c'est 10 ministres, 10 portefeuilles. Mais il lui est réservé aussi, de manière exceptionnelle, la primature à travers son leader, si jamais il vient à cet échange. D'accord. Ouais. Alors, la campagne démarre tout à l'heure à minuit. C'est vrai qu'on vous voit
beaucoup sur le terrain dans le cadre de la pré-campagne, mais quel est votre programme de campagne? Où irez-vous et quel est votre format de campagne? C'est celui que j'étais en train de vous indiquer là et vous avez tout fait de m'interrompre. Allons-y. Donc le FSNC qui est aussi un poids lourd, le 6e, les autres partis d'opposition qui sont dans la plateforme. Et j'annonce ici de manière solennelle que avec le candidat Akere Mouna, c'est pratiquement plié qu'il a décidé d'endosser la candidature de Bello Bouba Maïgari et sous peu, ils devraient se présenter ensemble à l'opinion pour battre campagne. C'est aussi pratiquement pareil avec le candidat Ateki Klaxon qui a été, n'est-ce pas, porté par le PAL de Célestin Bédiki. Voilà un deuxième ralliement parmi ceux qui sont admis à concourir. Très bien. Les discussions sont aussi très avancées avec la présidente Tomaïnou. Oui, j'ai dit très avancées. Vous avez été au courant de sa rencontre avec le président Bello Bouba qui a fait l'objet d'une communication. Donc c'est pour dire que nous sommes toujours dans le désir que les Camerounais ont de former une coalition. Donc je disais, les autres partis d'opposition ont un 6e de ces effectifs-là et avec possibilité d'ouverture au niveau des conseils d'administration des sociétés privées et même des directions générales. D'accord. Donc c'est concret. Ok, d'accord, merci. Ce que nous sommes en train de dire là. Merci. Maintenant, bien. pour le programme, je vais chuter par là. Oui, allons-y très rapidement. Vous savez, dans les chaînes publiques, les enregistrements des émissions commencent demain. Donc vous aurez une déclaration en Mondovision dans les différentes chaînes publiques de notre président national lors des émissions y dédiées. Demain également, le centre lance la campagne. Donc le président national sera là dans un grand meeting qui se déroulera à la permanence du parti UNDP ici à Elix-Sono. Et dimanche, nous sommes dans le littoral à Douala. Mardi, ce sera le tour du Sud avec sa capitale régionale et Bolova. Très bien. Je rappelle que le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, reste attendu sur ce plateau. Le comité central de ce parti nous a envoyé Armand Parfenta pour représenter ce parti. N'allez donc pas croire que nous avons organisé un casting sans le parti au pouvoir ou contre le parti au pouvoir. Nous évoluons dans le souci justement d'équilibre conformément aux prescriptions du Conseil national de la communication. De même, le docteur Jules Raymond Foulard reste attendu. Le MRC également est attendu ici sur ce plateau. C'est vrai que la ponctualité, c'est la politesse des rois. Nous remercions déjà ceux des partis sérieux qui sont arrivés ici sur ce plateau. Nous allons prendre une transition et on revient tout de suite derrière. En plein débat politique contradictoire, long courrier, nous présentons notre mea maxima culpa aux éditeurs et téléspectateurs parce que nous n'allons pas admettre l'interactivité. Désolé, aujourd'hui, nous allons vous violenter un peu. On ne va pas admettre l'interactivité aujourd'hui parce que nous sommes dans une phase où il ne nous est pas permis d'accepter ou d'admettre quelqu'un qui viendra embarrasser un candidat ici sur ce plateau. Nous sommes suivis de très haut et de très loin et nous refusons d'être très reprochables. Parlons de l'élection présidentielle 2025 avec cette question sur les libertés de la presse qui sont confisquées ou alors il s'agit d'une régulation nécessaire. Avec vous, Cassandra Madonna, revenons sur la légitimité des mesures gouvernementales. Il y a donc
le gouvernement qui justifie ces restrictions par la nécessité de garantir un traitement professionnel et responsable de l'information en période sensible. Est-ce une régulation légitime ou alors il s'agit purement et simplement d'une volonté de museler et de bâillonner la presse critique? Eh bien, si on décide de faire une scission entre les différentes presses, en parlant de la presse critique et celle qui ne le serait peut-être pas, on pourrait voir ça sous cet angle-là. Mais j'aimerais dire qu'à plusieurs reprises, on a souvent constaté des séances de formation qui étaient réservées aux hommes et femmes de médias afin de garantir un traitement équitable et surtout objectif de l'information durant les élections, qu'elles soient présidentielle ou simplement locale. Alors on comprendrait si le gouvernement avait décidé de mettre plutôt en place d'autres séances de formation dans ce sens-là, afin de permettre à ces différents médias de traiter l'information de manière équitable et objective en cette période assez cruciale. Maintenant que le fait est fait, puisque ces séances de formation ou encore ces colloques ne se sont pas poursuivis et qu'il y a cette décision qui est jugée assez drastique et peut-être sélective par certains médias, on va simplement dire qu'on n'empêche pas une banane de mûrir parce qu'elle est forcément dans l'eau. S'il y a des candidats qui devraient être un peu plus mis en avant, non pas parce qu'ils ont à leur cause, ils ont réussi à avoir des médias qui à leur cause, mais parce qu'ils réussissent plutôt à toucher du doigt ce qui est important sur le terrain, alors cela se fera forcément. Très bien. Léonide Nfoum, la double accréditation MINCOM et ELECAM est donc présentée ici comme une mesure de transparence et de contrôle. N'est-ce pas plutôt un filtre politique qui écarte volontairement une grande partie de la presse indépendante? Oui, ça, il faut le dire. Mais je suivais dans un média international, le degré de pénétration, notamment des réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas ce que le gouvernement va faire à ce niveau, puisque avec les médias sociaux, on a forcément la possibilité de contourner, y compris en... C'est vrai que le Conseil national de la communication n'est pas compétent sur la toile. Oui, y compris en émettant de l'extérieur. Et selon toujours ce média social, ces réseaux sociaux-là ont un audimat qui est estimé à pratiquement 5 millions de citoyens. Et ce n'est pas rien. C'est pas rien. Donc, pour maintenant revenir à votre question, ces mesures de rétention posent le problème ou bien la problématique de la liberté de la presse, la liberté d'expression. C'est tout. Pour tout dire, en fait, nous sommes dans une société qui se veut libérale. Et dans une société libérale, la liberté est la règle et sa restriction, l'exception. Il faut que nous soyons dans des périodes d'exception. Je ne sais pas comment est-ce que dans une période électorale où le citoyen a besoin d'avoir une information des plus critiques et des plus critiquées pour, n'est-ce pas, asseoir, comment dire ça, pour asseoir son adhésion ou sa non-adhésion, on décide comme ça de demander à des médias de travailler d'une certaine manière. Et là-dessus, vous avez deux tutelles ou bien deux administrations qui sont en charge des accréditations. Alors moi, je crois qu'on pouvait faire plus simple. On pouvait faire plus simple. Et d'ailleurs, parlant même spécialement d'accréditation, pourquoi en aurait-on encore besoin? Puisque pour ouvrir des médias, pour fonctionner en tant que média, on a besoin que l'administration vous accrédite. Pourquoi encore comment dire ça, ces barrières que l'on érige de manière spéciale? Donc, bon, je ne sais pas qui a caché quoi.
Je ne sais pas qui a caché quoi. Mais, et même lorsque vous regardez des expressions, le ministère, ces structures choisissent bien. Il ne faut pas parler de l'état de santé d'un individu. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On est dans... Mais est-ce que ça ne rentre pas dans l'encadrement de la communication, est-ce que ça ne rentre pas dans la consolidation de la meilleure attitude du journaliste en période de campagne? Non, justement, est-ce que ça participe de la transparence? Quand on parle de l'âge ou bien de la capacité à aller et venir d'un candidat, ça devrait participer de la transparence. Il ne faut pas que... Bon, je prends un exemple pour que vous compreniez ça. Franklin Delano Roosevelt, aux États-Unis, qui a initié le New Deal dans la période de grande crise, était un infirme que la poliomyélite avait frappé dans une société de forte communication et de médias comme les États-Unis d'Amérique. Il est allé aux élections sans se cacher de ce qu'il était infirme et qu'il marchait avec... Sauf qu'il n'a pas reçu d'invective sur son infirmité. Non, je dis ceci, n'est-ce pas? Ses adversaires et tout le monde, tous les Américains, savaient qu'il ne marchait pas. Et il avançait sur un fauteuil roulant. Savoir, c'est une chose. Mais en parler publiquement, surtout dans le sens négatif de l'affaire, c'est peut-être ça qu'on ne veut pas entendre ici, au Cameroun. Justement, vous ne comprenez pas où est-ce que je veux en venir. Allons-y. Quand vous avez connu, entre guillemets, celui qui préside aux destinées du Cameroun aujourd'hui, vous l'avez connu tout fringant, hein, sautant, bondissant comme une tisse. Hein. Ça, tout le monde le disait. Les radios chantaient Paul Biya, toujours Choga. Pourquoi est-ce que vous voulez que lorsqu'il a perdu... Là, vous êtes en train de nous ramener dans un débat qui nous est pratiquement interdit. Et mais c'est plus au Linga sur la carte de presse. C'est vous qui me posiez la question. Je vous ai donc dit ceci, n'est-ce pas? L'état physique d'un individu ne saurait constituer un handicap. Tout à fait. Si tant il est qu'il l'assume, qu'il est comme ça. Et donc, je vais en vous disant que des présidents des États-Unis, Franklin Roosevelt, vous l'avez déjà dit. Delano Roosevelt, vous l'avez déjà dit, est le seul qui a eu 3 mandats, je dis bien droit à 3 mandats aux États-Unis d'Amérique. Bon, moi je ne sais pas pourquoi. Dans une situation de handicap. Oui. Vous l'avez déjà dit. Je ne sais non pas pourquoi au Cameroun, il faut filtrer. Très bien. Il faut... Merci bien, Aimé Cyprien Olinga. Avec vous, on parle de la carte de presse et de l'exclusion, entre guillemets, des journalistes. Moins d'une dizaine de journalistes ont donc reçu la carte de presse lors de la dernière session sur plus de 700 médias recensés. Est-ce un échec du système de délivrance ou alors une stratégie pour limiter l'accès à l'information? Vous savez pourquoi le candidat Chiroma a retenu aussi l'assentiment d'un certain nombre de nos militants? Dites-nous tout. Parce que tout ce qui est en train de se dessiner là ne présage pas vraiment que les élections du 12 octobre seront des élections libres, transparentes et équitables. Les journalistes que vous êtes, tout à fait, que nous côtoyons depuis des années dans le cadre des émissions des débats républicains. Je rappelle que vous et moi, c'est 17 ans. Mais pourquoi a-t-on besoin à la veille d'une élection de vous exiger encore les cartes de presse, je ne sais pas quoi encore, pour que vous puissiez être... Vraiment, ça démontre de manière claire qu'en face, il n'y a pas de volonté de transparence. Et certes, le camp d'en face veut tricher en toute tranquillité, sans qu'il y ait des gens qui vont gêner, qui viendront regarder comment est-ce que ça se passe. C'est aussi clair comme message. Et ça, c'est dangereux. Ce n'est pas bon. Ça ne présage rien de bon en termes de transparence pour les élections présidentielles du 12 octobre. Il faut qu'on comprenne, nous sommes dans un pays qui se démocratise. Et c'est pour cette raison que moi j'estime que nous avons décidé de soutenir. Parce que, M. Chiroma, pourquoi? Parce que
Nous pensons que le Cameroun aujourd'hui n'est pas dans une situation d'un pays qui fonctionne de manière normale. Non, non, non. Vous n'allez pas Et il faut donc d'abord jeter les bases d'une république normale qui fonctionne. Est-ce que dans des démocraties qui se respectent, y compris même en Afrique, ici, vous avez déjà entendu une telle mesure de restriction? C'est moi qui pose les questions. Bon, je m'interroge. Interrogez-vous. Et je crois qu'en m'interrogeant, les Camerounais, cela est juste bon. Les Camerounais sont en train de comprendre ce que je vais dire. Au Cameroun, on est toujours sorti dans les logiques que toutes les autres nations ont toujours privilégiées en termes de transparence. Et nous, comme nous sommes dans... on veut privilégier l'obscurantisme, on veut toujours faire des choses de manière cachée. C'est pour ça qu'on veut tenir la presse nationale, et je crois même internationale, hors justement du jeu, pour que quand les tripatouages vont se faire, et que cette presse-là ne soit pas ces témoins qui seront gênants. Et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie. Je crois qu'il est intéressant et bon de dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains candidats estiment qu'il ne faut pas que nos amis qui sont au pouvoir nous orientent vers une élection où ils auront confisqué les libertés, où ils iront fabriquer des résultats ailleurs que ces sorties des urnes pour venir les imposer au peuple camerounais. Ce n'est pas bon. Ça ne sent même pas bon. Et je dis c'est scandaleux même. D'ailleurs, sur le plan de l'opinion nationale et internationale, quand on entend ce genre de mesures, je crois que sur le plan diplomatique, il y en a qui commencent déjà à comprendre qu'il y a un souci sur le plan de la transparence des élections à venir. Il ne faut pas que ces suspicions, justement, soient davantage amplifiées par le système lui-même, qui encourage les citoyens à être suspicieux, justement, sur le respect des règles de transparence et sur le respect de l'équité de l'élection. Parce que ces mesures, j'allais dire, liberticides, démontrent de manière suffisante qu'en face de l'opposition, on n'est pas en train de vouloir jouer le jeu de la transparence. D'accord. Fabien Assigana, l'OCNJC, qui est un syndicat national des journalistes du Cameroun, affirme que même la CRTV, enfin la télévision nationale, ne pourra pas couvrir efficacement l'élection présidentielle. Alors, vu ce angle, si même le média public est concerné, ne sommes-nous pas là face à une absurdité administrative? En ce qui me concerne, je ne sais pas, mais je veux dire une chose. Premièrement, c'est une élection apaisée à laquelle tous les Camerounais s'attendent. C'est une élection apaisée. Il ne faut pas alarmer les Camerounais que il y aura tel ou tel problème. Nous, par exemple, par rapport à l'ECAM, on s'est rendu compte qu'il y avait des bureaux de vote dans les chefferies. Il y avait des bureaux de vote dans les campements militaires. Tout à fait, tout à fait. On a intervenu, on a écrit à l'ECAM et l'ECAM nous a répondu que vous avez raison et ils ont touché toutes les... Tout à fait. Nous avons traité d'ailleurs cette actualité. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, il ne faut pas alarmer, il faut trouver une solution. Même là où il peut... Et l'ECAM, par exemple, ils nous ont envoyé un document là où un moment où ils ont dit qu'il ne faut pas parler de la forme de l'État. Nous, on parle, le SDF parle de la forme de l'État, c'est-à-dire le fédéralisme. Mais est-ce que vous me dites pas une chose et son contraire? Ne pas alarmer, mais vous dénoncez. Non, je veux dire que nous ne dénonçons pas au peuple camerounais et à la communauté internationale qui ne m'intéresse même pas. Parce que quand on voit ce qui se passe à Gaza, cette communauté internationale, on ne voit pas ce qu'ils font. Donc, moi, le problème, c'est entre les Camerounais. On s'en fout de la communauté internationale. C'est d'abord entre nous. Donc, quand il y a un truc, on s'en va chez la personne qui a émis ça, on lui dit que ça, c'est pas correct. Donc, ça veut dire que vous menez vos dénonciations et vos combats en background? Non, officiellement, avec ça, dit la personne qui a dit ceci, on va à lui, on lui dit ça, c'est pas correct. Par exemple, comment il s'appelle, le Minat, il sort ces trucs, il ne faut pas faire ceci, on dit non. Monsieur le ministre, vous n'avez pas le droit. C'est la loi qui dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Très bien. Et si maintenant on fait ce que la loi interdit, la justice est là pour nous dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Ça ne nous intéresse pas, tes sorties médiatiques, le Minat, Moulinex et tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Et nous, on va tranquillement, on ne se gêne pas du tout. Vous comprenez? Tout à fait. Moi, ce que je veux même reprocher, par exemple hier là, ou avant-hier, dites-nous. On a été invité par la CRTV.
Ils ont fait un petit peu comme il y a la semaine passée, je crois, où on a été invité par l'ECAM, où chacun devait exposer ses problèmes. On a exposé par rapport au déroulement, par rapport aux problèmes. Et puis on a, par exemple, discuté le NOZO. Là, on sent qu'il y a une zone rouge, on dit aux gens de se déplacer. On leur dit, mais quand vous allez déplacer, et vous dites aux partis politiques de déplacer leurs militants, qui vont faire 50-100 km, mais ça, ce n'est pas notre travail. C'est votre travail et le travail de l'État, c'est-à-dire en ce qui concerne la sécurité. Vous devez sécuriser les zones. Ils ont dit qu'ils sont d'accord avec ça et qu'ils vont revoir ça avec le système sécuritaire. Ils ont même l'armée a envoyé un général qui a écouté et qui a dit que, bon, il va prendre note et envoyer ça à ses supérieurs. Disons ceux qui s'en occupent. Vous comprenez? Donc, en plus de ça, même la presse privée, il y a la presse privée qui a pris l'habitude que quand ils soutiennent un candidat, ils tirent à balles rouges sur ses adversaires. Sur les adversaires, c'est pas normal. Parce que ce n'est pas seulement l'État. C'est vrai que ça va à l'encontre des prescriptions du Conseil national de la communication. Exactement, vous tirez à balles rouges sur les autres. Donc, quand vous soutenez, faites son éloge, parlez de lui, ne commencez pas à tirer. Mais ne dénigrez pas les autres. J'ai vu, par exemple, mon frère... il a parlé de son, comment on appelle, leur candidat qu'ils ont choisi. Très bien. Quand vous voyez ce qu'ils appellent là, que la coalition qu'il a choisie, qui appellent, mais ils oublient que même leur candidat, c'est aussi un clémentin. Parce qu'ils disent que nous là, on est des clémentins. Vous comprenez? Donc, il n'est pas pour les clémentins, les gens que... Donc, vous êtes en train de faire une réponse du berger à la les maison. gens que Clément Atangana a choisi pour être candidat. Mais, même Issa Chiroma, c'est un clémentin. Non, mais là, vous parlez d'un candidat. Non, il a parlé, c'est lui qui a cité les noms. Il a cité un candidat. Sauf qu'il n'en a pas parlé. Mais moi, il n'a pas parlé de votre candidat. Hein. Non, j'ai dit qu'un. Dites-nous. Il a parlé de son candidat. Et j'ai dit que quand on parle donc de candidats, même ceux qui sont dans le système qui travaillent pour cette candidature-là, quand ils commencent à appeler les autres, et c'est répercuté par la presse, qu'il y a les clémentins et les autres. Moi, je croyais que les clémentins, il y en a 12, y compris Paul Biya. Il y a 12 clémentins. Mais quand on fait comme si... C'est-à-dire que des candidats agréés, acceptés, validés par Clément Atangana. Par Clément Atangana. Or, nous sommes 12. Très bien. Qui est-ce qu'on appelle donc clémentin? Vous tous, vous les 12. Donc j'ai dit que nous tous, nous sommes impliqués. Nous devons tout faire pour avoir une élection apaisée. Très bien. Et le SDF est prêt pour une élection apaisée. Très bien. Et pour garantir, parce que l'élection apaisée, c'est très facile de dire que, oh, on a gagné, mais on a triché. Aujourd'hui, il y a environ 32 000, 33 000 bureaux de vote au Cameroun. Nous, on a décidé, le SDF, et nous travaillons dessus. On a une équipe qui travaille 24 heures sur 24 pour enregistrer les scrutateurs. Et nous sommes aujourd'hui, au moment où je vous parle, quand je suis parti du bureau avant de venir ici, dites-nous. Nous sommes à 78 000 scrutateurs. Ça veut dire que vous êtes prêts à couvrir l'étendue du territoire. On veut couvrir l'étendue du territoire. Tout le centre est couvert. Le littoral est couvert. Le nord-ouest est couvert. Le sud-ouest est couvert. Le centre est couvert. C'est dans l'extrême nord où on se bat encore pour... C'est vrai que dans mon village, là, je n'ai pas encore entendu que... Pardon? Dans mon village, en fou. Non. Je ne suis pas très sûr. Il y a une chose qui est... Vous savez, on fait aussi dans la politique. Parce qu'on vous connaît, on connaît du RDPC. Dès qu'on sait qu'on fout et scrutateur, on vient te voir le soir, on dit c'est comment même les choses là. Donc vous les prenez de court. Mais on ne donne pas les noms de qui fait quoi. D'accord. Vous comprenez? Pourquoi nous, quand on va dire qu'on a gagné, on ne va pas dire que c'est Elekam qui a les PV. On va sortir nos PV. D'accord. Très bien. Cassandra Madone, revenons avec vous, chers consoeurs, sur la liberté de la presse et la démocratie au Cameroun. Il y a donc les syndicats qui dénoncent une atteinte grave à la liberté d'informer et au droit du citoyen d'être informé. Une présidentielle sans presse libre et pluraliste peut-elle encore être qualifiée de démocratique? Cassandra.
Déjà, il faudrait peut-être revoir qu'est-ce qu'on appelle réellement la démocratie au Cameroun ou encore dans nos pays africains. Est-ce que c'est la dictature de la petite majorité on va traiter de démocratie? Ça, c'est à questionner. Maintenant, en ce qui concerne la liberté de la presse, c'est évidemment à déplorer qu'il n'y ait pas des mesures qui permettent à tous les journalistes de couvrir l'actualité autour de la campagne présidentielle et même du scrutin présidentiel en lui-même. Techniquement, ce n'est pas aux journalistes de se rendre admissible à couvrir ces différents événements, mais c'est à l'État de rendre possible la couverture sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire sur le plan sécuritaire et même sur le plan de la liberté de la presse. Maintenant, si les médias se sentent muselés, c'est aussi qu'on a constaté beaucoup de dérives. Tout à fait. Il y a quelques jours, nous partagions un moment d'échange comme celui-ci avec plusieurs profils et il ressortait malheureusement que certains médias semblaient être acquis à la cause de certains candidats. Alors, au détriment d'autres. Voilà. Lorsqu'on va déjà dans cette logique-là, ça biaise un tout petit peu à un moment l'objectivité et le traitement même de l'information en question. Pourtant, on peut mettre en avant le fait qu'il faut l'équitabilité sans toutefois parler de neutralité. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'un journaliste a le droit d'avoir ses propres convictions. Naturellement. Puisqu'un journaliste vote. Il n'est pas interdit même à un journaliste d'être militant. Effectivement. Alors, il ne va pas le cacher. Vous êtes journaliste et vous êtes militant. Je suis militant. Il ne va pas non plus le cacher à la place publique. Il faut être sincère avec le public. Maintenant, essayer de ne pas l'influencer de manière péremptoire. Parce que ce qui est sûr, si je m'appelle FOMO et que je suis rédacteur en chef dans un média et que j'occupe l'antenne avec une émission de grande écoute et que je suis militant d'un parti ou alors j'appartiens à telle chapelle politique, j'influence déjà ceux qui m'accompagnent ou alors ceux qui m'écoutent parce qu'ils me considèrent comme un modèle. Ça, c'est une influence involontaire. Tout à fait. Maintenant, il y a l'influence volontaire. Il y a le besoin de biaiser l'information parce qu'on veut à tout prix jeter l'opprobre sur une espèce de triche. Voilà, une espèce de triche. Et à l'heure de la propagande, justement, on est face à un État qui a peur de se retrouver dans les mailles du filet, les mailles de la vérité, les mailles de, on va dire, l'interprétation publique. Alors oui, on constatera que le candidat ou encore les membres de l'équipe du parti au pouvoir sont sur le terrain, mais à la moindre escarmouche, au milieu de ces différents déplacements, les médias peuvent en parler et laisser libre cours à l'intelligence de chaque Camerounais. Ce dont l'État a peur, c'est simplement la libre interprétation. Et à partir de ce moment-là, bon, on pourrait comprendre que c'est peut-être de bonne guerre pour ceux qui sont à la tête, parce qu'ils se refusent de voir leur camp se mettre, être mis en difficulté. Mais maintenant, ça vient rappeler à quel point la communication est souvent utilisée. La communication est utilisée pour manipuler. Parce que cette décision, c'est une forme de manipulation. Peut-être que les gens ne le voient pas ainsi, mais c'est une forme de manipulation du public. Manipulation de l'outil principal qui est utilisé par un journaliste, c'est-à-dire l'information. Le besoin premier d'un public, c'est avoir l'information que renvoie le journaliste. Alors, si moi, je ne peux pas aller sur le terrain, je ne saurais pas si tel candidat réunit 55 personnes ou alors 55 000 personnes. Alors, on va se retrouver à relayer les informations qui ont été relayées par certains médias qui ont été sélectionnés. Qu'est-ce qui prouve d'un point de vue de leur ligne éditoriale, de leurs convictions, de leurs appartenances, de leurs amitiés et autre chose, ou encore de leur objectivité ou non, que l'information est véritablement vérifiable? Là, ça reste un problème. Mais je pense qu'il faut appeler les journalistes à ne pas baisser les bras. On peut ne pas être sur le terrain, mais on a le droit en tant que citoyen de relayer ce qu'on voit en tant que citoyen. Un journaliste n'a pas été accrédité ou je ne sais pas pour se rendre sur le terrain et tout. Il reste un citoyen. Il reste un citoyen qui peut parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Alors, il ne faudrait pas forcément baisser les bras ou crier déjà à ce qu'il n'y aura pas de transparence et tout. Ce n'est pas au niveau de l'information médiatique qu'il peut manquer de transparence. C'est au niveau où
comme certains aiment l'appeler la machine, moi je dis simplement le parti sortant, pourrait utiliser plusieurs manœuvres pour manipuler lors de l'élection, mais aussi durant la campagne électorale. Tout à l'heure, j'entendais le SDF parler des scrutateurs. Eh bien, je suis heureuse que le PURS ne soit pas le seul parti à mettre sur pied le recrutement de ces scrutateurs. Forcément, les scrutateurs du PURS et ceux du SDF se rencontreront dans les bureaux de vote. Amicalement. Et, voilà, amicalement. Travailleront ensemble pour sécuriser les voix, car nous sommes en ce moment à 89% dans dans le recrutement de ces scrutateurs. Hier encore, au-delà de la conférence de presse que nous tenions, nous avions des réunions avec certains petits groupes de scrutateurs, c'est-à-dire ceux qui chapeautent les grandes équipes. On les recevait pour pouvoir discuter avec eux de comment les choses se passeront. Si vous parlez de scrutateurs, ça veut dire que vous avez fini avec les représentants de bureau de vote. Ce sont eux les représentants de bureau de vote, en principe. D'accord. Non, mais nous, ce n'est pas... Il y a le représentant du parti au bureau de vote, mais il y a le scrutateur. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire les agents de... C'est vrai que le représentant du parti au bureau de vote, c'est un individu... Un cadre du parti. Un responsable, peut-être pas un responsable, un militant du parti, que le parti agrée, mandate pour le représenter au niveau du bureau de vote. Maintenant, le scrutateur, c'est à 18h. C'est l'observateur. Non, ce n'est pas à 18h. Le scrutateur arrive au même moment que tous les autres, mais il est un observateur. Enfin, je croyais que le scrutateur commençait son travail à 18h. En tout cas, le scrutateur est là. À 18h, il peut manquer beaucoup de choses. Le scrutateur est là. Non, il est là, mais peut-être qu'il commence à 18h. Non, il est là à partir à l'ouverture. D'accord. Il est là pour sécuriser. Parce que celui qui représente le parti, il est seul. Mais maintenant, les scrutateurs, vous pouvez avoir un ou deux ou trois, on a droit jusqu'à 5. D'accord. Vous savez que ça coûte cher aussi quand il y a 30. Oui, il faut les entretenir, il faut qu'ils mangent. D'accord. Je ne sais pas si j'avais terminé de parler. Non, c'est vous qui avez la parole. En principe, c'est 3 scrutateurs par bureau de vote. 2 ou 3 3 pour nous. Je pense qu'on a tablé sur 3. Et comme je disais, nous sommes à 89%. Et le but de tout cela, c'est empêcher justement la manipulation lors du vote le 12 octobre. La fraude, effectivement. Vous me prêtez un mot que je ne voulais pas utiliser, mais merci beaucoup. D'accord. Léonide Foum, avec vous, essayons de voir avec le Conseil national de la communication, qui est donc accusé de brandir en permanence la menace de sanctions, ce qui engendrerait l'autocensure. Dites-nous, la régulation est-elle devenue une intimidation? En fait, ça prête justement à voir ce genre d'orientation, ces décisions dans l'appréciation que l'on pourrait faire de ces mesures. On peut effectivement voir là-dedans des menaces et des intimidations. Voilà, donc je ne sais pas qui a peur, mais les représentants, surtout, qui ont besoin, des partis qui ont besoin d'une alternance dans notre pays, appellent à ce que la prochaine élection soit un vrai référendum contre le parti au pouvoir et son candidat. Lequel candidat que nous ne voyons même d'ailleurs pas. Vous savez, la campagne électorale s'ouvre demain. Et lui, il est... À minuit. Voilà, à minuit aujourd'hui. Et lui, il est aux ailleurs, pour ne pas dire ailleurs. Et donc, je pense que lorsque l'on a souvenance de ce qui s'est passé au Népal, avec la chute du Premier ministre qui avait là-bas, il y a cela 2 ou 3 semaines, c'est les réseaux d'information, mais beaucoup plus les réseaux sociaux qui ont joué un rôle prépondérant, surtout au niveau de la mobilisation. Et donc, je pense que le pouvoir qui veut tout contrôler peut avoir peur, ou bien a certainement peur de ce retour de manivelle. Parce que vous savez qui contrôle l'information nécessairement contrôle aussi le peuple, contrôle l'opinion.
Donc nous voyons là comme une volonté à contrôler les mécanismes et les canaux d'information. Mais je dis, c'est presque, de mon point de vue, hein, à moins qu'il n'y ait des mesures plus drastiques. À moins qu'il y ait des mesures plus drastiques que celles-là, je dis c'est peine perdue. Parce que nous allons assister à la première élection 2.0, comme j'aime souvent l'appeler, avec un boom des réseaux sociaux. Vous connaissez la... Est-ce que vous pensez que c'est les réseaux sociaux qui ne vont pas restreindre? On a observé, parfois il y a des problèmes de réseau, oui, parfois il y a des problèmes de connexion, et à l'investigation, c'est fait à dessein. Oui, mais ce que vous ignorez, c'est qu'il y a beaucoup de voies de contournement. Hein. Il y a beaucoup de voies de contournement. Il y a des gens qui s'en sont donné les moyens, qui ont des systèmes satellitaires. Ils ne sont peut-être pas les plus nombreux, mais ils sont de plus en plus à un nombre critique. Donc je dis, et vous savez aussi qu'il y a une autre menace. La diaspora dit qu'elle, au soir du 12 octobre, va, n'est-ce pas, donner le nom du vainqueur de cette élection. Vous voyez cette célérité dans le traitement de l'information nécessairement devrait inquiéter le pouvoir et qui, dans les mesures qu'il prend, vous comprenez qu'il a envie de réellement contrôler le circuit de traitement de cette information-là qui tente à lui échapper. Donc, je disais, au niveau des médias classiques, bon, peut-être aussi que le jour du vote, on va restreindre ou même totalement fermer les médias sociaux. Vous savez, j'ai envie de vous dire un truc. Hein. Dites-nous tout. La plupart des acteurs politiques, surtout de l'opposition, ce sont les médias sociaux qui beaucoup plus relaient aujourd'hui leur mouvement, leur campagne électorale. Ça, il faut en être conscient. Mieux, beaucoup d'enquêtes d'opinion ont été faites, que ce soit par des Camerounais ou par des cabinets ailleurs, qui montrent que la consommation du média d'État, le principal, a fortement baissé au sein de l'opinion. Peut-être même jusqu'aux médias classiques, parce que je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai regardé la télévision classique. Oui, donc j'étais en train de dire que ces médias d'État, justement, ont constitué la dorsale de la maîtrise du pouvoir par le sérail et le système. Maintenant qu'ils sentent que les Camerounais ne consomment plus véritablement ces médias-là, mais ils ont peur, parce que c'était leur principal outil de propagande. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le contrôle qu'ils ont réussi à mettre en place au niveau des médias d'État, ils sont aussi en train de vouloir l'étendre au niveau des médias privés pour les mêmes fins. Pour les mêmes fins, c'est-à-dire la capacité à contrôler l'information. Vous savez, lorsque le Sénégal est entré en démocratie, mais davantage lorsque Macky Sall gagne, c'est les radios. C'est des radios comme celle-ci, des médias privés au Sénégal, qui forment tout un réseau de contrôle de l'information et donnent les résultats en direct. Donc, le pouvoir n'avait pas la possibilité de manipuler quoi que ce soit. Je dis bien quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est là où tous les enjeux se situent aujourd'hui. Mais la question qui est rhétorique, c'est que les Camerounais vont-ils se laisser faire? Et je chute en disant que nous avons une occasion historique, je dis bien historique, de tourner de manière pacifique la page de l'ère Biya. Parce que le ras-le-bol est général. Hein, dernièrement, je voyais effectivement dans les réseaux sociaux comment les gens ont déserté un meeting de ce parti au pouvoir, pas seulement au nord, mais là, à Douala. Là, ils ont dit qu'ils ne partent pas.
et qu'ils veulent passer à autre chose. C'est vrai que là, vous parlez déjà d'un parti qui n'est pas le vôtre. Non, mais vous les avez invités, Fabien, ils ont refusé de venir. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? On ne parle pas des gens qui ne sont pas... Non, mais c'est eux qui ont refusé de venir. Fabien Sigana, avec vous, essayons de revenir sur le financement et l'accompagnement de la presse privée. Les patrons de presse dénoncent un calendrier alambiqué du soutien public prévu après le scrutin. N'est-ce pas une façon de priver volontairement la presse privée de moyens de couvrir efficacement l'élection? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que moi je pense, comme dans la plupart des grands pays, au Cameroun, la presse croit toujours que il faut... Parce que c'est une entreprise privée. Quand vous créez un journal, vous devez gagner de l'argent, vous devez faire la publicité, vous gagnez de l'argent et vous payez bien vos employés. Mais si vous attendez que c'est le ministère de la Communication qui va négocier, que parce que vous avez une radio ou un journal, on doit vous faire la part du gouvernement à la communication. Dans les grands pays, c'est la publicité qui vous fait gagner de l'argent, qui vous fait fonctionner. C'est une entreprise privée. Évidemment, l'État, pour contrôler, c'est pour ça que l'État donne quand même quelque chose dans les médias privés, parce que c'est un moyen pour eux de contrôler aussi. Sinon, ils te disent, si vous faites comme ça, là, on ne vous donne plus. C'est tout. Donc, je pense que la presse privée, il ne devrait rien attendre de la presse du gouvernement. On n'est pas dans le contexte américain aussi. Je ne parle pas du contexte américain. Ou bien je ne pense pas. Ou bien occidental. La presse, ce qu'on appelle la presse, ça vient d'où? Ça vient de chez eux. Donc, quand tu copies, copie bien. Il ne faut pas copier, c'est-à-dire ce qui t'arrange et l'autre, tu dis non. Non, alors là-bas, la presse est vue comme une nécessité sociale. Et la société est cadrée de sorte que la presse puisse avoir des revenus. Ce n'est pas le cas ici. Mais déjà, même si vous voyez l'écosystème... Moi, je vois ici, là, un journal. Il vient, il dit, je vais vous faire un article, vous me donnez 300 000. Et très souvent, le journal ne sort même pas. Ça sort sur il t'envoie une copie, il sort peut-être 10 numériques et tout ça là, ou bien il sort 3, 4, 5 copies et il vient te donner dans ton bureau. Bon voilà, je t'ai mis à la une, mais quand vous, à part peut-être dans les kiosques, vous allez voir ça, machin, mais puisque aujourd'hui, au Cameroun en particulier, qui achète la presse? Personne. Moi, ça fait, je ne sais pas quand j'ai acheté un journal la dernière fois, il y a plus de 30 ans que je n'ai pas acheté. Donc, la presse, c'est une entreprise privée. C'est comme vous ouvrez votre boîte ou votre bar ou je ne sais pas, une entreprise. Vous devez faire votre argent, vous devez trouver les moyens de gagner de l'argent et de payer vos employés. Avec ce discours. Non, vous êtes libre de ne pas être d'accord. C'est ça même déjà la liberté d'expression. Je dis vous êtes en plein dans la démocratie. Oui, en plein dans la démocratie. Vous ne pouvez pas... Parce que je suis là, je m'en vais, j'obtiens les papiers, comme je connais un ami, là, lui, là, au moins 7 ou 8 journaux. Hein. Il vient, il te dit, je te fais un article, je vais tirer sur lui. Et l'autre journal qu'il a encore, il a peut-être un autre journal, là, il vient te voir, il te dit, je vais tirer sur lui. Et il mange l'argent ici, il mange l'argent là. C'est des trucs qui n'existent pratiquement pas. Vous ne verrez jamais ce journal-là sortir. Donc, quand quelqu'un fait comme ça, là, il ne fait que créer les titres. Il y en a qui sortent une fois tous les 50 ans et tout ça, là. Et il joue sur ça. Et maintenant, il a maintenant 10 journaux. Et il veut que l'État finance chacun de ces journaux-là. Attendez, quand vous sortez un journal, quand vous avez une radio, moi je vois les publicités ici, qui sont un peu partout là. Ça paye la société, ça paye les salaires. Et il y a même d'autres, je vois certains machins qui font les trucs dans les jeux du hasard, PMUC et tous ces machins-là qui passent. Vous pouvez même, vous créez de l'argent. Quand vous créez une entreprise privée, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour créer de l'argent et c'est pour payer vos employés. Voilà un directeur de publication, il peut vous dire que l'environnement que vous décrivez là, ce n'est pas l'environnement camerounais. Moi-même, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait à plusieurs reprises, mais moi, je ne peux pas être là que je crée quelque chose et j'attends que quelqu'un me fasse une faveur. Et pour moi, je suis convaincu qu'un journal doit être capable de créer son argent. C'est vrai que moi, dans le cadre du journal Activateur, je refuse expressément même de bénéficier de cette aide. Je refuse ça. Exactement. Plusieurs fois, j'ai été sollicité, mais je leur ai dit, je n'en ai pas besoin. On a dit l'État a mis un budget pour la presse.
Mais moi, je ne sais pas si vous avez 5 000 ou 10 000 par an. Et puis, je me refuse de jouer au jeu que vous évoquez, prendre de l'argent là-bas pour aller insulter ou tirer. Exactement, c'est ce qu'ils font. C'est pour ça que je dis que la presse aussi, il faut que chacun apprenne que quand tu as un journal, quand tu as un organe de presse, toi-même, tu as déjà réfléchi, tu es un homme d'affaires, pour commencer. Tu as déjà réfléchi. Il y en a même qui s'est dit qu'il a une structure. Et il veut passer par ces organes de presse pour faire la publicité de ses... Tout à fait. De son entreprise. Ils font ça. Et dans tous les pays, vous allez encore dire, je dis dans les pays occidentaux, la plus souvent c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez. D'accord. Mais Cyprien Olinga, les médias privés réclamaient un déblocage spécial avant le scrutin sur très haute instruction. Peut-on exiger du professionnalisme patriotique et républicain sans donner les moyens financiers correspondants? Vous dites que les médias privés réclamaient un déblocage spécial? Oui, avant le scrutin sur très haute instruction, dans le cadre de l'aide à la presse que vous connaissez. Non, je pense que si c'est l'aide à la presse, ce n'est donc pas un déblocage spécial, parce que apparemment l'aide à la presse est prévue. Oui, mais sauf que ils ont dit après l'élection. Que l'aide à la presse à laquelle la presse a souvent droit viendra certainement après l'élection, alors que la presse, surtout privée, a besoin de cet argent pour se déployer pendant la campagne. Vous comprenez donc ce que je disais? Dites-nous tout. Ce que je disais, c'est que vraiment, moi, je suis Camerounais et je veux mourir Camerounais. J'ai consacré près de 32 ans de ma vie à me battre pour que ce pays soit minimalement un pays où il fait bon vivre, où il y a un minimum de justice sociale, où il y a la liberté, la vraie, et une démocratie vivante. C'est ce à quoi je me suis attelé. Et j'ai l'impression que depuis 33 ans, 32 ans, on tourne en rond, on fait du surplace. Et ça me gêne, ça m'énerve même, ça peut même me révolter. Parce que ne mettez pas les organes. Non, ce n'est pas une affaire de mettre les organes. Allons-y. Et c'est même logique que quelqu'un qui a consacré 32 ans de sa vie à se battre pour une cause, y mette les organes. C'est normal. Hein? Dites-nous. Donc, moi je pense qu'on est dans l'amusement. On est dans l'amusement, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'un certain nombre de corps sociaux, composantes de notre société, n'ont pas très bien compris la mesure et l'ampleur, justement, de la gravité de maintenir notre État dans cette situation d'immobilisme. C'est tout à fait normal, c'est logique. En situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous avons l'habitude, à la fin de chaque année, d'accorder, encore que cette histoire même d'aide à la presse est une fumisterie. Comment ça? Dans des pays normaux, si moi j'étais à la direction de cet État, si j'avais voix au chapitre, non, on serait passé, on passe de cette histoire d'aide à une subvention. La subvention, elle doit obéir à des critères bien précis et elle doit faire l'objet d'une loi qui passe à l'Assemblée nationale pour qu'on sache que... Parce qu'en fait, monsieur Fouamon, dites-nous. La presse a un travail énorme. Il y a dans les différents droits consacrés par le droit international et même les accords et conventions signées et ratifiées par le Cameroun, il y a la liberté, le droit à l'information. C'est un droit. Le citoyen doit être informé. Et qui informe le citoyen? Qui informe le citoyen? C'est la presse, dans public, privé, audiovisuel, comme la presse écrite. Et même aujourd'hui, nous avons un grand avantage avec les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que moi je me dis que ceux qui nous gouvernent au Cameroun aujourd'hui ne mériteraient même plus de nous gouverner. Parce que voilà des gens qui depuis des années 60 gouvernent le Cameroun, pratiquement depuis 62 ans, et qui n'ont pas vu les mutations s'opérer devant eux. Les mutations.
On est passé de l'époque du télégramme, du téléx, de la boîte postale où il fallait 2-3 semaines, un mois pour envoyer une information de Yaoundé à Bertois. Il fallait aller dans une boîte postale, ça faisait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, ils n'ont pas vu qu'après, il y a eu des SMS où sur un clic, n'est-ce pas, à l'instant T, on pouvait déjà dire à quelqu'un ce qu'on lui disait en 2 mois, en 3 mois, il y a 10 ans et 15 ans. Et ils ne se sont pas arrimés. Maintenant, il y a WhatsApp ou même... Mais il y a maintenant WhatsApp. Il y a mais ce WhatsApp, ça va à la vitesse de la lumière. Et voilà des gens qui continuent à appliquer des méthodes de contrôle d'il y a 15-20 ans. On va accréditer X, ils ne se sont pas arrimés. Or, on aurait mis en place une réglementation qui obéit à la modernité actuelle du système de l'information et agir en amont. C'est-à-dire, effectivement, qu'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que tous les Camerounais payent, on appelle ça la redevance audiovisuelle. Tout à fait. Tout le monde paye. Tout le monde. Or, il me semble aujourd'hui que, selon les informations qui m'ont toujours été données, je vais vérifier, on dit, il n'y a que la CRTV et Cameroun Tribune qui en bénéficient. Tout à fait. Mais c'est une aberration. Et curieusement, c'est les mêmes médias d'État qui ont toutes les publicités. Mais on est où? Moi, je crois que la justice aurait permis, la justice sociale. Pourtant, il y a un Conseil national de la publicité qui devrait naturellement s'occuper d'une répartition juste des pages en couleur. Voilà. Moi, j'ai dit même que pour faire plus simple, on pouvait naturellement dire que si les médias d'État bénéficient de l'entièreté, ce qui est une aberration, on pouvait leur donner la moitié et repartir de manière proportionnelle le reste, la moitié de la redevance, aux autres médias privés. On pouvait dire que, bon, si les médias d'État bénéficient entièrement de la subvention, on devait leur interdire les publicités et dire que, bon, désormais, le secteur des publicités est réservé aux seuls médias privés. Ou alors, si les publicités sont réservées